Bonjour et bienvenue dans le garage. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, des bons moments avec vos proches et que vous avez la forme. Alors comme promis, dans cette vidéo, je vais tirer au sort 3 vénards pour qui forcément l'année va bien commencer puisqu'ils vont gagner un lot mis en jeu pour le concours des 5000 abonnés de la chaîne Être une palette. Ce jeu concours est sponsorisé par le site de e-commerce outildespro.fr, partenaire tout frais de la chaîne. Donc merci beaucoup à Outils des Pros de bien vouloir aider cette modeste chaîne YouTube. Je vous rappelle que si vous voulez faire des achats chez eux, vous pouvez passer par le lien affilié qui se trouve dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit pour vous et la chaîne donc touchera une petite part sur vos ventes. Cet argent sera ensuite intégralement réinvesti dans les frais de fonctionnement de la chaîne, soit dans du matériel vidéo, soit dans des outils. Donc c'est gratuit pour vous et vous pouvez, si vous voulez, participer au développement de la chaîne que vous aimez suivre. Voilà, donc la participation au jeu concours est close depuis le 2 janvier à 22 h. J'ai tourné le tirage au sort des gagnants à cette date. Dans les faits, au moment où je tourne, c'est pas vrai, on est un petit peu après Noël. Mais au moment où vous regardez cette vidéo, ça sera effectif. C'est compliqué, du coup, je sais pas trop si je dois parler au passé ou au futur. Donc vous avez été nombreux à participer, ça me fait plaisir de pouvoir vous faire plaisir. Mais avant de faire le tirage au sort, je vais faire une synthèse des vidéos de la chaîne que vous avez préférées. C'était un des points à respecter pour participer au tirage, et puisque vous êtes pas mal à avoir répondu, les chiffres doivent donner une tendance plutôt juste. Cette partie a été tournée donc juste avant le tirage au sort le 2 janvier. La fin de participation à 22 h, c'est pas un hasard. En tête de classement, vous avez plébiscité non pas une vidéo unique, mais la série complète de fabrication de l'établi et mon auto-apprentissage de la menuiserie. C'est pas étonnant, puisque ce sont quasiment toutes les vidéos les plus récentes de la chaîne et que peut-être YouTube les met plus en avant. Donc une partie d'entre vous n'a peut-être vu que cette série. Mais ça gâte à rien mon plaisir, parce que cette série est quand même un projet qui me tient à cœur, et je la porte depuis des mois. Ah oui, une petite précision, ceux qui m'ont donné 2 vidéos, j'ai compté les 2 réponses. Vient ensuite encore une série, celle sur la conversion de la combinée à bois aux 220 volts. Cette série comprend une vidéo phare, comment utiliser un moteur triphasé sans triphasé. Cette vidéo explose les stats depuis sa sortie, donc je ne suis pas surpris de la retrouver ici. Allez la voir même si le sujet ne vous intéresse pas. Si vous aimez étoffer votre culture générale, ça devrait vous plaire. Vient ensuite la lamelleuse, et ça me fait plaisir parce que c'est le test le plus complet d'un outillage électroportatif que j'ai jamais vu sur YouTube à ma connaissance. C'est le genre de test que j'aimerais voir plus souvent. Je trouve que les tests d'outillage sont en général un petit peu trop succincts, et là vous me montrez que vous aussi vous aimez voir des tests fouillés. J'en ai d'ailleurs parlé à Outils des Pros lors des discussions qu'on a eues pour la mise en place du partenariat. Donc Maël, si tu m'envoies du matos à tester, sache-le, je le ferai à fond et le résultat sera le même que si je l'avais acheté moi-même. Vient ensuite la défonceuse. Et là encore, ça me fait plaisir parce que c'est mon outil préféré. Ensuite, dans le classement, on trouve l'aménagement de l'atelier à travers diverses vidéos. Et ensuite seulement apparaît enfin une vidéo de réalisation, la planche à découper en bois debout. C'est peu et c'est pas étonnant. Je me rends compte que j'ai fait peu de réalisations et que les dernières datent d'1 an. La faute à l'établi, j'ai prévu de refaire quelques réalisations après ce projet. On va en reparler tout de suite parce que maintenant, c'est le moment de la FAQ. FAQ ou foire aux questions. Bon, j'ai profité de ce jeu concours pour vous demander de me poser des questions. C'est le moment pour moi d'y répondre et ensuite on passera au tirage au sort. Vous avez posé de bonnes questions, j'en ai regroupé certaines qui sont redondantes. Je vais vous donner donc mon point de vue, mon avis, mes conseils. À vous de voir ce que vous en faites. Je ne suis pas un expert, d'autant que les sujets abordés sont vastes. Je ne vais pas prononcer vos noms ou vos pseudos pour ne pas les écorcher. Je vais juste les afficher en bas de l'écran. Donc comme ça, à défaut de respecter la prononciation, je respecterai au moins l'orthographe. Pour info, cette séquence a été tournée en plusieurs fois le temps des 15 jours du concours. Ça me permet de sortir cette vidéo le plus tôt possible après le 2 janvier à 22 h. Première question, j'aimerais avoir l'avis de l'animateur sur l'achat d'une dégauchisseuse raboteuse pour le travail des bois de palette et du bois de récupération. Le prénom aussi de vous, cher monsieur. Alors le prénom c'est facile et c'est court, je m'appelle Yannick. Le critère des choix principaux pour une rabot d'égo, ça va dépendre des moyens que vous avez et de la place que vous avez. Si vous avez de la place et des sous, prenez du stationnaire. Si vous n'avez pas de place et que vous avez de l'argent, l'électroportatif haut de gamme type DeWalt, c'est parfait. Si vous avez peu de moyens, prenez l'électroportatif, mais pas du premier prix. Minimum métabo, ou alors du stationnaire ancien d'occasion. Pour choisir le modèle, d'abord il faut se poser la question, est-ce que vous voulez une machine qui fait rabot d'égo ou une machine qui rabote et une machine qui dégauchit? Mais dans les deux cas, il faudra les deux machines, en tout cas les deux fonctions. Privilégiez des machines où on peut remplacer les fers facilement, ça permet de les affûter souvent. Évitez les fers jetables, moi je ne suis pas trop jetable, je préfère l'affûtable. Prenez les machines robustes, dans le cas du stationnaire, un corps en fonte si possible, une capacité de rabotage ou de dégauchissage la plus large possible, des tables les plus longues possibles pour la dégo. Pour l'électroportatif, Outils des Pros propose du Le Mans. Je ne conseille pas cette marque pour ce type de produit. En revanche, pour un tour à bois, Le Mans c'est parfait, j'en ai un, je l'adore.
Privilégiez pour les rabots Dego du Metabo et du DeWalt, pas moins. Ce sont deux bonnes marques. DeWalt est plus qualitatif que Metabo, mais beaucoup plus cher. Le prix fait d'ailleurs réfléchir à prendre plus gros en stationnaire d'occasion. Attention au marché de l'occasion pour du rabot Dego électroportatif, ça s'abîme si c'est mal utilisé ce type de matériel. Ce que propose Outils des Pros, c'est du matériel prévu pour le chantier. C'est de l'électroportatif, mais c'est tout à fait utilisable en atelier. Même si, idéalement, le stationnaire en atelier, c'est l'idéal, dans la mesure où on a suffisamment de place. Outils des Pros nous propose une rabot Dego Metabo, qui est pas mal, une raboteuse Metabo également, et une rabot Dego DeWalt. Alors, c'est pas du matériel que j'ai testé, moi j'ai une machine stationnaire qui n'est pas du tout dans la même catégorie, mais ces machines ont une excellente réputation, et tous les tests que j'ai vus sur YouTube, et croyez-moi j'en ai vu, bon, c'est du bon matériel. Évidemment, je vous mets les liens affiliés dans la description. On change de sujet avec une deuxième question. Avez-vous des nouvelles de ce youtubeur qui avait fait des vidéos de la presse? Alors Woodkeeper1, c'est l'inventeur de la presse que j'ai monté sur mon établi. Il a aussi inventé le système de débrayage automatique de la vis de la presse. Les vidéos arrivent très bientôt sur la chaîne. Sa chaîne YouTube a été malheureusement vidée de son contenu au moment où j'ai monté la vidéo de présentation des presses d'établi. Et malheureusement, j'ai pas de nouvelles de lui et j'ai pas trouvé comment en avoir. Je suis allé voir un forum qu'il fréquentait et il n'a rien posté depuis sa disparition de YouTube. Question suivante. Aurais-tu une astuce pour entretenir des serre-joints? Mes BC ont reçu beaucoup de colle et j'arrive pas à anticiper correctement ce problème. Eh ben j'ai eu le problème avec les miens. Alors c'est pas facile d'enlever la colle sèche. Pour ma part, je l'ai fait avec un vieux ciseau à bois, mais c'est pas une bonne solution. La meilleure solution, eh ben tu l'as dit, c'est d'anticiper. Il faut prévenir le problème à sa source. Ma solution, c'est de protéger les serre-joints avec du papier sulfurisé. La colle va couler dessus plutôt que sur les serre-joints et elle adhère pas trop sur ce support. Enfin, ça doit dépendre des marques de colle. La question suivante porte sur ma combinée à bois, une combinée Durem 310 SI Former de 1998. Après ces années d'utilisation, quelles sont les limitations les plus flagrantes de ta combinée? Alors, en premier lieu, je vois la précision du guide parallèle. Le guide parallèle se déplace de 3/4 mm à 1 mm quand je serre la vis de blocage. C'est un peu pénible. Il manque aussi cruellement un réglage micrométrique. Il n'y a pas moyen d'être précis avec ce guide parallèle. Il manque aussi un chariot ras de lame. C'est pas pratique à l'usage d'avoir le chariot assez éloigné de la lame. Du coup, moi j'ai bricolé un chariot ras de lame, mais il n'est pas parfait et il limite encore la hauteur de coupe. Hauteur de coupe qui est une autre limitation. Le diamètre des lames est de 250 mm, ce qui limite la hauteur de coupe à 80 mm. Ce qui peut paraître pas mal, mais c'est quand même un peu juste dans certains cas. Et ensuite, il y a la géométrie de la trappe des lames de scie. Donc c'est gênant pour les pièces étroites qui du coup sont pas en appui sur la table en fonte, mais sur la trappe qui est en aluminium. Et cette trappe, elle se dérègle. Je l'ai réglée à ras de table 2 fois cette année, mais le réglage ne tient pas. Ensuite, qu'est-ce qui te pousse à apprendre la menuiserie tout seul? Eh bien d'abord, la curiosité qui pousse à chercher les réponses à toutes les questions que je me pose. Et je m'en pose beaucoup, tout le temps et dans tous les domaines. Pas seulement en menuiserie, c'est valable pour tout. Je suis autodidacte de plein de choses. YouTube, c'est pour moi d'abord une plateforme de formation et ensuite de divertissement. Alors, il existe des formations, on en a parlé, mais quand je me pose une question, je creuse le sujet jusqu'à avoir la réponse et le niveau de connaissance que j'estime suffisant. Une formation te donne les infos dans l'ordre que décide le formateur, ça ne me convient donc pas forcément. Donc quand je cherche une info, j'en ai besoin dans un délai court. Ensuite, il y a la passion de partager mes petites victoires, les petites fois qui se passent bien, les petites réussites et les échecs. J'apprécierais moins mes petites victoires si je n'avais pas appris par moi-même. Un des avantages des formations, c'est qu'elles te permettent de progresser plus vite. Moi, je ne suis pas pressé, c'est un loisir, et en plus, je suis dispo que de 21h à minuit en gros. J'aimerais savoir si tu connais des formations courtes intéressantes pour apprendre le travail du bois. J'ai entendu parler de la croisée découverte, mais y en a-t-il d'autres? Alors, de mon point de vue, il y a 3 types de formations. Les formations courtes, c'est les formations sur une semaine, ce que tu cherches apparemment. Ces formations se font en une fois. Pour moi, c'est plus des stages que des formations. C'est idéal pour une pratique en particulier, défonceuse, sculpture, marqueterie, tournage, finition, etc. Mais attention, c'est bien uniquement si tu pratiques suffisamment immédiatement après la formation. Sinon, tu perdras le bénéfice du stage. Et l'avantage principal à mes yeux est que ça se passe en présentiel et que c'est particulièrement intéressant pour le tournage ou la toupie par exemple, pour apprendre les bons gestes, pour savoir éviter les mauvaises pratiques. Donc les stages, c'est parfait pour mettre le pied à l'étrier ou pour se perfectionner, mais je le redis parce que c'est important, il faut pratiquer immédiatement après. Si le formateur est joignable après le stage pour répondre à des questions qui pourraient venir, c'est encore mieux. Le deuxième type de formation qui existe, il existe depuis pas longtemps, c'est une formation complètement différente que la formation courte. C'est une formation complète de la menuiserie, ce que propose Samuel Mamias. Aujourd'hui, Sam propose 2 formations, fier de faire mes meubles avec de l'électroportatif ou avec des machines stationnaires.
Alors comme je le disais, c'est un format complètement différent des formations courtes. Ce sont des formations en ligne déjà, où tu progresses à ton rythme, qui ratissent une pratique sur un spectre large. Les supports de cours sont disponibles à vie, donc même si c'est préférable de pratiquer immédiatement après la formation, tu peux quand même toujours réviser, c'est pas mal. C'est très bon marché par rapport au spectre large, et globalement, tu n'es pas tout seul. Il y a des groupes Facebook d'entraide, si tu as des questions, tu peux les poser, les membres y répondent, Samuel aussi évidemment. Voilà, donc si tu pars de zéro, moi je te conseille de te tourner vers des formations complètes comme celle de Samuel. Si tu veux te perfectionner sur un domaine précis, cherche plutôt une formation courte. Et si tu as vraiment une semaine, tu peux prendre une formation courte pour te mettre le pied à l'étrier et ensuite en faire d'autres pour te perfectionner. La troisième solution, c'est celle que je pratique. Je suis autodidacte, donc ça nécessite plus de temps et un sens critique pour pouvoir faire le tri du bon et du mauvais. Parfois sur YouTube, on voit des gens qui pensent bien faire, mais j'ai parfois l'impression qu'ils cherchent surtout à se faire mal. Et pour compléter la réponse, je ne connais pas particulièrement de centre de formation courte, mais si tu achètes Le Bouvet, tu peux faire confiance à leur carnet d'adresses. Je prends celui-là au hasard. Les stages, c'est en dernière page souvent. On a les alisiers, 17 professionnels qui transmettent passion et savoir-faire. Les domaines sont variés. Menuiserie, ébénisterie, tournage, sculpture, marqueterie, finition, vannerie, défonceuse, peinture sur bois, jouets, facture instrumentale, tapisserie, vitrail, émaux sur cuivre, fusing. Je ne sais pas ce que c'est. Donc, formation personnalisée ou diplômante, projet professionnel, formation courte, initiation, perfectionnement, tout public. Documentation gratuite sur le site les-alisier.fr. Ça se passe à Breteuil dans le 60. Ensuite, on a des stages d'ébénisterie pour tous, les ateliers du Colombier dans le 19. Et enfin, la Croisée découverte dans le 54, et ceux-là, tu les connais. Question suivante, une question niveau formation. As-tu été formé dans le domaine du bois un minimum pour tout ce qui a été sécurité ou autre? T'es-tu déjà fait peur avec les machines à bois? J'ai une expérience de frayeur avec la machine et j'ai un peu de mal à remonter en selle. Alors, très bonne question. J'ai pas de formation initiale, je me suis auto-formé et j'ai appliqué une surcouche de bon sens. Par exemple, s'il y a une protection sur une machine, c'est qu'il y a une raison, il ne faut pas l'enlever. Alors parfois, je dois enlever les protections, mais dans ce cas-là, je vous en parle dans les vidéos et je vous dis en général dans quelles circonstances je le fais. Quand je le fais, c'est que je ne peux pas faire autrement. Il faut garder en tête le risque. Je fais la différence entre le risque et le danger. Le danger est présent que si on prend des risques, et la nuance est importante. Si on prévient le danger, on ne prend pas de risque. Donc les machines à bois sont dangereuses si on ne connaît pas les risques qu'on prend en s'en servant mal. En pratiquant les bons gestes, on réduit le risque et on écarte le danger. Je prends un exemple simple. Si on utilise mal la scie, par exemple, on risque un kickback. Le bois peut se transformer en projectile et partir d'un coup dans le sens de la coupe et en direction du bonhomme qui pousse le bois, s'il est en face. Sachant ça, si tu ne te places pas dans la trajectoire d'un potentiel kickback, tu diminues le risque de te faire éventrer par une poutre et tu écartes le danger de repeindre d'atelier avec tes tripes, juste en te plaçant sur le côté et pas en face. Alors bien sûr, même en étant bien placé, ça n'empêche pas d'être prudent, d'utiliser des poussoirs par exemple, là aussi il faut que je fasse des progrès. Et ça aussi c'est un sujet qui mérite d'être creusé. Alors par contre je ne me suis pas fait peur, mais j'ai eu des appréhensions les premières fois où par exemple j'ai utilisé la toupie. Le premier démarrage de la toupie équipé d'un outil, j'étais accroupi sous la machine pour lancer le moteur. J'ai d'abord laissé tourner 1 minute, vérifier qu'il n'y ait pas de vibration, arrêter le moteur, puis vérifier ensuite que l'outil était toujours bien fixé à la toupie. J'applique des techniques similaires au pilote d'essai, un pas en avant, un test, un pas en avant, un test. Quand je teste des trucs dangereux, je fais comme ça. On avance moins vite, mais on arrive au bout sans danger. Tu t'es fait une frayeur, à ta place, moi je ferai un bilan de ce qui s'est passé, un petit peu comme je le fais en fin de mes vidéos. Analyse ce qui s'est passé. Les paramètres de la machine étaient-ils bons? Est-ce que tu tournais à une vitesse adaptée? Est-ce que ta pièce était bien bridée? Est-ce que tu étais bien placé? Est-ce que la quantité de matière à enlever était adaptée à la puissance de la machine? Est-ce que les outils de coupe étaient en bon état? Et tes paramètres à toi, ils étaient bons? Quel était ton état d'esprit? Qu'est-ce que tu avais la tête ailleurs? Tu étais trop confiant? Tu avais des mauvaises pratiques? Donc pose-toi toutes les questions jusqu'à comprendre ce qui n'allait pas. Souvent, c'est une succession de petites choses qui conduisent aux accidents. Prends le temps de faire le tour de toutes ces petites choses, corrige-les et recommence. Le plus tôt possible après la frayeur si possible, mais prends bien le temps de faire l'analyse complète. Avec cette méthode, tu vas transformer tes frayeurs en expérience, donc en compétences métiers et en sécurité. C'est un sujet important, il y a peut-être une vidéo à faire là-dessus. Question suivante. Je me suis toujours demandé comment des youtubeurs faisaient pour s'organiser entre la vie pro, la vie privée et encore faire des vidéos régulières avec du contenu en plus. Merci. Il n'y a pas de magie, ça prend du temps. Je prends ce temps sur mon temps libre, puisque youtubeur, c'est pas mon métier. S'il y a un secret, c'est celui-là. Je gagne un temps fou à pas regarder la télé. Jamais. Les infos, c'est à la radio ou sur Internet. Le divertissement, c'est sur YouTube, où les programmes sont bien plus intéressants.
Je passe du temps pour la chaîne uniquement le soir. Le week-end est réservé pour ma famille. Le soir, ma femme est devant la télé et moi, j'aime pas ça. Les filles sont soit au lit pour la petite, soit sur YouTube pour la grande. Mais tu as raison, être youtubeur, c'est très chronophage. Par exemple, le partenariat avec Outils des Pros, j'ai pu l'organiser que parce que j'étais en arrêt de travail. J'ai annoncé une fois ou deux d'ailleurs que j'allais espacer la sortie des vidéos pour me libérer du temps et pour ne pas me mettre la pression, tout simplement, parce qu'on est sur un loisir et pas sur un business. Et de toute manière, je vais toujours privilégier la qualité à la régularité de sortie des vidéos. Mais il se trouve que j'ai trouvé comment mieux m'organiser, ce qui m'a permis de sortir jusqu'à présent quasiment une vidéo tous les 15 jours. Donc bon, par contre, là, je vous annonce encore une fois un probable ralentissement des sorties de vidéos. Je sors d'un limbago qui m'a privé d'atelier pendant 2 mois et demi. C'est la première fois que j'y retourne aujourd'hui, depuis le temps. J'ai en réserve quelques vidéos d'avance jusqu'à fin février pour la presse d'établi et le début du plateau, mais mon kiné m'a bien dit de ne pas forcer pendant plusieurs mois, donc le plateau va attendre. En plus, la température actuelle de l'atelier est plutôt basse, trop basse pour un lascar qui sort d'un limbago. Du coup, pour rester au chaud, je suis en train de vous préparer une vidéo de présentation du logiciel que j'ai utilisé pour concevoir l'établi, entre autres. Il s'agit de Fusion 360. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Question suivante. Mes attentes pour le futur seraient liées à la mise en place d'un établi dans un espace réduit. Ma problématique du moment, comme tout le monde, est l'utilisation des outils à main. Alors je vais étendre ta question à l'aménagement de l'atelier, pas seulement à l'établi, parce que ton atelier doit être adapté à ta façon de travailler. Quelle est l'alchimie entre la place pour tes machines, pour le matériel, pour les utiliser en sécurité? Quelle est la place pour le travail à la main, puisque tu en veux, pour l'assemblage? Et là c'est un peu long pour te répondre, le plus rapide c'est la réponse tient en 100 pages. Hop. Achète sur Série du Bouvet. Dans ton cas, ça sera 10 € bien investi. Je te mets le lien dans la description de la vidéo. Mais pour ton établi, déjà, fais-le toi-même sur mesure. Sa taille sera en fonction de ce que tu en fais d'abord, puis de la place que tu as ensuite. Dans ton cas, il devra être déplaçable pour gagner de la place, et il devra aussi être robuste et stable pour être adapté aux outils à main. Les 2 questions suivantes sont ressorties plusieurs fois. Je serais assez curieux de connaître ton parcours professionnel, mais aussi quel sera ton projet lorsque tu auras fini l'établi. J'aimerais en savoir plus sur ton parcours pro, si c'est pas indiscret bien sûr. Aussi connaître le projet suivant. Quel projet après l'établi? Quelle machine te manque dans ton atelier? Alors j'ajoute cette question parce qu'elle est liée aux vidéos à venir. Est-ce que tu as un gros projet en tête après l'établi, le genre qui demanderait plus de 2 ou 3 vidéos? Ah, il y en a d'autres. Nouveautés sur la chaîne en 2022. Quelle vidéo envisagez-vous pour 2022? Quel est ton parcours, tes connaissances en électricité industrielle, schéma, fonctionnement, etc. me laisse à penser que ton métier a ou avait à voir avec ça. Concernant la prochaine FAQ, j'aimerais que tu parles de ton parcours pro, ta formation, tes envies, tes projets, et pourquoi pas tes échecs et des leçons que tu en as tirées. Quel est ton métier? Donc bref, pour résumer, quels sont les projets pour 2022 et quel est mon parcours pro? Alors concernant les projets 2022, j'avais des plans, mais un limbago a tout bouleversé, j'en ai parlé juste avant. Donc 2022, ça sera en fonction de mon état de santé. En vrac, j'avais prévu de finir l'établi, avancer sur l'aménagement de l'atelier, faire plus de réalisations. J'en ai parlé aussi, ça. Je voudrais aménager ma buanderie, refaire ma cuisine, faire quelques meubles, 4 bureaux, une table basse, etc., etc. Et je veux aussi construire quelques outils dont j'ai besoin. Je voudrais une défonceuse sous table. J'ai acheté des défonceuses idéales pour ce projet, mais elle me sert comme défonceuse principale parce que mon autre défonceuse est décédée. Donc il me faut une autre défonceuse pour initier ce projet, parce que je voudrais utiliser cette machine uniquement stationnaire. Il me faudrait aussi une ponceuse stationnaire, je vais la fabriquer bien sûr. Il me faudrait aussi des rabots, mais là, pour le coup, je vous annonce en avant-première que le Père Noël m'a gâté cette année et m'a fait le plaisir de m'apporter un rabot de paume et un Guillaume, donc bien sûr, je vais vous en parler. Sympa Santa, merci au Barbie Jovial. Alors, tous ces projets sortiront pas tous en 2022, bien sûr, désolé, mais à l'heure actuelle, c'est très difficile pour moi de vous dire précisément comment 2022 va se dérouler. Il se peut que je sorte moins de vidéos, mais les craintes, elles seront de première qualité. Mon parcours professionnel, lui, il n'a rien à voir avec la menuiserie. Je suis sorti de l'école avec un DUT intitulé, je reprends mon souffle, DUT Génie électrique et informatique industrielle, option automatisme et système. Dit autrement, tout ce qui touche à l'électricité industrielle et les automates dans l'industrie. Ça, c'était en 96. Le choix d'orientation a été fait un peu au hasard. À l'époque, je ne savais pas trop quoi faire. Cette formation, elle m'a servi à rentrer chez Michelin comme ouvrier spécialisé. À l'époque, les pneus étaient faits à la main, d'où le terme de manufacture Michelin. Michelin avait développé un procédé secret à l'époque qui permettait de faire des pneus sans opération manuelle. Je suis entré dans la boutique pour piloter et entretenir ces machines. Et puis j'ai formé du personnel d'abord au Brésil, puis en France. J'ai pris goût à la formation à ce moment-là, et ensuite je me suis reconverti dans l'informatique, d'abord chez Michelin, puis ensuite je suis parti sur Toulouse travailler 2 ans pour Airbus via une société de services. Et aujourd'hui, je travaille dans une boîte dans le domaine de la santé. Je suis administrateur d'infrastructures Big Data. Ça claque, hein.
mais ça veut rien dire. Voilà pour le parcours pro, aucune trace de copeaux ou de sciure malheureusement, mais ma formation initiale m'a aidé à restaurer ma combinée, effectivement, et mon goût pour la formation a fait mûrir un côté pédagogique chez moi qui, paraît-il, ressort dans les vidéos. Question suivante. Concernant la prochaine FAQ, j'aimerais que tu parles de ton parcours pro, ta formation, tes envies, tes projets, et pourquoi pas tes échecs et les leçons que tu en as tirées. Beaucoup de questions en une. Pour ce qui est de mon parcours pro et de mes projets, c'est fait, j'ai répondu. Concernant ma formation dans le domaine du bois, je suis complètement autodidacte. J'étais baigné dedans quand j'étais gamin, la combinée appartenait à mon papa, mais je suis le seul de ces 4 fils à avoir été attiré par le bois. J'ai toujours bricolé, j'ai fait du modélisme avant la mode du tout polystyrène, j'ai construit quelques planeurs et avions en bois, et puisque j'aime bien quand c'est pas simple, j'ai même fait un petit peu d'hélico aussi. J'ai jamais touché la combinée à bois avant la quarantaine parce que je savais pas quoi faire avec, et puis c'est venu d'un coup, j'ai eu envie de faire mes meubles peu de temps après avoir fait construire ma maison. Quels sont mes projets? Avant tout me faire plaisir à mes proches avec mes créations, progresser dans le domaine du bois, et me remettre au do-it-yourself, au DIY comme on dit. J'ai construit une CNC il y a quelques années, pendant ma période modéliste, elle est démontée par là sous un tas de bazar, elle n'était pas assez rigide, je vais probablement la refaire, ça fait aussi partie de mes projets. Quant à mes échecs et les leçons que j'en ai tirées, je fais systématiquement un bilan de fin de vidéo, donc j'y tiens beaucoup, ça fait partie du partage. Question suivante, c'est quoi votre matériel pour filmer? Alors je regroupe avec cette question celle-ci à laquelle j'ai répondu à moitié. Quel est votre métier? Et vu votre élocution et la clarté de vos propos, je me demande si vous écrivez vos textes à l'avance et si vous avez un prompteur. Alors, je ne peux pas facilement te montrer le matériel parce que je suis en train de m'en servir, mais la liste est dans la description de chacune des vidéos de la chaîne. Il manque juste à la liste le prompteur que j'ai fait maison. Donc je l'avais présenté à la fin de cette vidéo-là, je te mets le lien en haut à droite de l'écran, et donc oui, j'utilise un prompteur. J'ai toujours beaucoup à vous dire, je fais des vidéos longues et j'essaye d'être le plus synthétique possible, ça me permet d'être à la fois plus clair et moins long, parce que je suis obligé de structurer ce que je vous dis avant d'écrire le script, et parfois même, ça m'aide à mettre à plat ce que j'ai en tête. C'est une bonne idée parfois de poser ses idées pour savoir clairement où on va. Et le prompteur, ça aide à ça aussi. Question suivante, une question pratique. Je ne sais pas si Outils des Pros fait des livraisons en Belgique. Alors j'ai posé la question à Maël, c'est pas possible pour l'instant malheureusement, mais si tu es frontalier, tu peux te faire livrer en point relais en France, à proximité de la frontière. En tout cas, t'inquiète pas si tu gagnes, je demanderai à Maël de m'envoyer le lot et je te l'expédierai moi-même. Question suivante, que penses-tu d'un variateur qui transforme le 220 mono en 380 triphasé? Ceci pour des moteurs comme ma toupie qui ne travaille que en 380 triphasé. Je pense que c'est top, mais c'est bien plus cher qu'un variateur qui transforme le 220 mono en 220 tri. C'est à réserver aux moteurs qui ne peuvent pas tourner en 220 triphasé, comme les 380 660 volts. Mais regarde bien la plaquette de tes moteurs et vérifie s'ils ne peuvent pas tourner en 220, auquel cas tu ferais de belles économies. Allez, encore une question. Je souhaite connaître les outils de base nécessaires à un bon traçage. Excellente question. Alors en termes de traits, j'utilise 3 types de marquage en fonction de la précision recherchée. Dans le cas du calpinage, être précis au centimètre, ça suffit. Donc dans ce cas-là, j'utilise des craies grasses pour écrire sur le bois brut. C'est très adapté, le marquage est durable, il est visible, et la craie grasse, elle est idéale pour écrire sur des surfaces irrégulières. Pour des traçages précis, le kit en jeu est parfait pour ça. Tu peux faire des traits épais ou fins, et comme je l'ai dit dans la vidéo du concours, le crayon est super ergonomique, il quitte jamais ma poche. Pour des traçages encore plus précis, investis dans un tranchet. C'est pas cher et il n'y a pas plus précis. Le trait est très fin et pile au bon endroit. Alors tout ça c'est pour tracer, mais il faut aussi guider le trait. Donc il vous faut au minimum un réglet. Il vous faudra aussi un trusquin ou une équerre à combinaison pour tracer des traits parallèles à un bord. Et une équerre précise pour les traits perpendiculaires. C'est le minimum indispensable. Tu peux éventuellement avoir besoin d'un compas. Et dans la mesure du possible, pour être précis, il faut éviter de mesurer, mais parfois c'est nécessaire. Donc il faudra soit un réglet, soit un mètre précis. Encore une question intéressante. Quelle expérience avais-tu avant de t'attaquer dans la fabrication de l'établi? Des meubles déjà réalisés, etc. Car personnellement, c'est une chose que je souhaite également faire, mais je ne me sens pas encore forcément au niveau pour le faire. Déjà, c'est tout à ton honneur. Et moi, avant de faire l'établi, j'ai fait que 2 meubles, une borne d'arcade en médium, intégralement découpée à la défonceuse, et ce petit banc en bois de palette. Avant de faire l'établi, j'avais donc très peu d'expérience. J'ai hésité à m'entraîner encore à faire quelque chose de plus simple que l'établi, mais je regrette finalement pas du tout de m'être plongé directement dans le grand bain. J'avance petit à petit, je rajoute des techniques nouvelles pour moi à chaque étape, comme tu as pu le voir. Bref, je progresse pas à pas. C'est sûr que quand tu regardes le plan de l'établi avant de commencer, tu serres les fesses et tu te dis « Ouh là là, dans quoi je m'embarque ?» Mais en fait, c'est comme une randonnée. Tu avances au fur et à mesure, par étapes, et quand tu as terminé et que tu te retournes sur ce que tu as franchi,
Tu vois la distance totale, le dénivelé, tous les passages difficiles, mais tu y es arrivé parce que tu as affronté les difficultés les unes après les autres, pas toutes en même temps, et même parfois certaines, tu t'en es même pas rendu compte. Tu as avancé un pas après l'autre. Comme le dit le dicton, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc moi, je connais pas ton niveau, mais je te conseille de te lancer des petits défis. Commence par faire un truc que tu n'es pas sûr d'arriver à faire, juste pour jauger ton niveau. Et ensuite, tu choisis par exemple de faire un meuble, et tu découpes la fabrication, tu découpes le projet en étapes de fabrication simples. Tu choisis un meuble simple que tu n'as pas conçu, et tu commences déjà par redessiner les plans. Ça te permettra de situer les points qui te paraissent difficiles. Une fois les étapes bien définies, tu te lances, et tu le fais avec un bois pas cher et facile à travailler. C'est un peu ce que j'ai fait avec le premier banc, sauf que je l'ai conçu moi. Donc au final, si tu attends d'avoir le niveau pour avancer, tu n'avanceras pas parce que le niveau il s'acquiert en avançant. Et n'oublie pas que tu as le droit de te planter. Tu n'es pas un professionnel, tu travailles pour toi, et si tu te plantes, c'est vraiment pas grave. Si tu n'arrives pas à construire ce meuble, je suis sûr que tu auras quand même augmenté ton niveau. Question suivante, quel est ton outil préféré dans ton atelier? Alors ça, c'est une question facile. J'utilise toutes sortes d'outils. Outils à main, électroportatifs, stationnaires. Mais mon outil préféré, et de très loin, très loin, c'est la défonceuse. C'est l'outil qui permet au menuisier de monter de niveau, de faire autre chose que des trucs rectangulaires. On peut faire des courbes, des droites, des moulures, des feuillures, des gravures, des queues d'aron, des plein d'autres choses. Tout ça avec une grande précision, et finalement, dans un volume réduit au regard des capacités de la machine. Et si vous utilisez des montages d'usinage, ou alors des accessoires comme des bagues à copier, vous multipliez encore les possibilités de la bécane. Donc je connais aucun outil qui soit aussi polyvalent, à part peut-être une CNC ou un ordinateur. D'ailleurs, une CNC, c'est ni plus ni moins qu'une défonceuse pilotée par un ordinateur. La question suivante, très intéressante, est de être une palette. Est-ce que vous avez pensé à vous abonner? Ah oui, je vous l'ai dit, il n'y a que des bonnes questions. Et celle-ci, elle est particulièrement bonne parce que vous êtes environ 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Alors abonnez-vous, activez la cloche pour être notifié des sorties de vidéos, et likez la vidéo si elle vous plaît. Bon, allez, trêve de propagande, il y a encore quelques questions. Es-tu toujours satisfait de ta combinée Lurem ou rencontres-tu des problèmes au bout d'un moment? J'en suis toujours très content. C'est une machine sur laquelle on peut compter. Elle est très robuste et elle est simple mécaniquement, donc finalement elle est très fiable. J'ai pas rencontré de problème particulier, par contre j'ai toujours la crainte d'une pièce qui casse, parce que ça devient vraiment très compliqué de trouver des pièces détachées. Combien d'heures de prise de vue pour faire une vidéo en moyenne? Je suis curieux de savoir combien de temps vous passez pour réaliser une vidéo. Alors ça, c'est la question la plus difficile de la série. J'ai regroupé ces deux questions, mais en fait, elles sont différentes. Faire une vidéo, ça ne se limite pas aux prises de vue. Ça, c'est quasiment la partie la plus courte. La vidéo, d'abord, il faut l'élaborer. Je pars d'un sujet, puis je pose mes idées, je les trie, je les classe. Si j'ai besoin, je cherche des infos sur un point où j'ai un doute ou une lacune, j'élabore un scénario, et ensuite, j'écris le script. Je le relis, et souvent, je le modifie. Parfois, beaucoup. Le but, c'est d'être concis, complet, et pas trop long. Ça, j'ai du mal. Et ensuite seulement, je tourne les rushs. Et là où je mettrais 1 heure pour une activité si je ne filmais pas, le tournage multiplie le temps par 2 ou par 3. Après vient le montage. C'est parfois un vrai casse-tête pour monter une vidéo rythmée, sans longueur, pas trop longue, sans trancher dans l'info, etc. Et ensuite, il faut poster la vidéo sur YouTube, faire la vignette, rédiger la description, placer les liens dans la vidéo comme ici par exemple, ajouter les sous-titres, ça c'est très long, etc., etc. Pour réaliser une vidéo de 30 minutes, j'estime mettre en moyenne une trentaine d'heures. C'est une moyenne, ça peut être moins et ça peut aussi être plus. Et voilà, c'était la dernière question. On arrive au bout de cette FAQ. Vous avez posé beaucoup de questions, merci. J'étais bavard pour y répondre comme d'habitude, donc cette vidéo sera longue comme d'habitude. D'autant qu'on n'en a pas fini, c'est maintenant le moment du tirage au sort. Alors je vous rappelle les règles, elles sont très simples. Je vais prendre les commentaires sous la vidéo qui annonce le concours. Dans le texte du commentaire, il doit y avoir les 3 éléments que j'ai demandés, sinon c'est perdu. On doit trouver un remerciement pour Outils des Pros qui sponsorise le concours, votre avis sur le partenariat entre Outils des Pros et Être une palette, et votre vidéo préférée de la chaîne. Je vais exclure les personnes qui ont posté plusieurs commentaires sous la même vidéo, en tout cas je vais garder un seul commentaire parmi ceux-là, et je vais tirer au sort 5 commentaires. Dans la mesure où les règles sont respectées, le premier tiré au sort choisira son lot. Le deuxième choisira lui aussi entre les lots restants, et le troisième aura gagné le lot qui reste, le lot restant. Les 4e et 5e tirés au sort seront sur liste d'attente au cas où les gagnants ne se manifestent pas. Les 5 tirés au sort vont m'envoyer un mail ensuite à êtreunePalette@gmail.com, je vous l'affiche en bas de l'écran et dans la description de la vidéo, avec le pseudo YouTube, leur nom et prénom, l'adresse de livraison et le numéro de téléphone. Je vous donne jusqu'au 9 janvier inclus pour le faire. Ça vous laisse le temps, mais traînez pas trop, parce que sinon vous perdriez votre lot, et ça serait dommage. Ceci étant dit, allons tirer au sort quelques gagnants. C'est parti. Et bonsoir, ça y est, on est le 2 janvier. Il est
22 heures ou presque, et j'en profite pour vous souhaiter la bonne année. C'est la fin des inscriptions du concours, et on va participer au tirage au sort. Alors déjà, merci à Outils des Pros d'avoir bien voulu sponsoriser ce petit concours, c'est très sympa. Je suppose que je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais je le redis. Merci à vous d'avoir participé, ça me fait très plaisir. J'étais en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder, et vous êtes vraiment beaucoup à avoir posé des questions, donc c'est hyper sympa. Merci de votre participation. Allez, je ne vous fais pas attendre, donc j'enregistre mon écran. Tac, comme ça, vous verrez ce que je vois. Je me mets mon petit pense-bête à gauche. Et je vais prendre la vidéo, l'URL de la vidéo, ici. Concours des 5000 abonnés, je la mets dans ce site internet qui permet de prendre au sort des commentaires. Voilà. Je rajoute un filtre donc sur les users qui ont mis plusieurs commentaires. Je n'inclus pas les réponses parce que j'ai répondu à tout le monde déjà. Et je vais exclure être une palette puisque j'ai mis un commentaire, je crois. Donc je vais m'exclure moi-même. Avant qu'on participe au tirage au sort, pendant que je dis mon pense-bête, je l'ai déjà dit certainement, mais je vous le redis, les gagnants, s'il vous plaît, envoyez-moi par mail donc votre nom, votre prénom, l'adresse de livraison, et uniquement en France. Si c'est pas en France, donc France métropolitaine et Corse, ben vous m'envoyez les coordonnées quand même, et puis moi je vous ferai suivre le paquet. Votre adresse email, votre numéro de téléphone. Voilà, vraiment vous m'envoyez tout ça. Allez, c'est parti. Donc, j'en étais où? Je récupère les commentaires. On a 86 commentaires, donc vous voyez, vous avez beaucoup participé, c'est hyper cool. Et on participe au tirage au sort. Donc on y va. Le premier tiré au sort. Le premier tiré au sort va pouvoir choisir son lot parmi les 3 lots. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Qui est-ce qu'on a? On a Kaeli. Félicitations pour les 5000 abonnés, Outils des Pros est un excellent choix. Merci à eux pour l'aide qu'ils t'apportent. Les vidéos qui m'ont le plus marqué sont celles sur l'établi. Donc, déjà, tu as dit merci à Outils des Pros. Excellent choix, donc tu m'as donné ton avis sur le partenariat. Et tu m'as donné ta vidéo. Donc ça, c'était les conditions minimales pour pouvoir participer au tirage au sort. Donc félicitations Kelly, tu as gagné. Tu m'enverras donc un mail à êtreunepalette@gmail.com en me donnant toutes les coordonnées que j'ai données tout à l'heure. J'ai pas l'habitude de ne pas utiliser le prompteur, je bafouille un peu. Et, tu me diras aussi quel lot tu veux. Voilà. Donc j'aime beaucoup le fait que tu nous montres et expliques tes erreurs, tant qu'à faire, je lis le commentaire jusqu'au bout. Hein. D'ailleurs, qu'est-ce qui te pousse à apprendre la menuiserie tout seul? Merci à toi, j'espère bientôt te revoir bricoler dans le garage. Alors, je vais aussi répondre par rapport à ça, parce que je pense que je ne l'ai pas fait dans la vidéo. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais un lumbago, j'ai été bloqué pendant 2 mois et demi. D'ailleurs, je vais essayer de faire vite le tirage au sort parce que je ne peux pas rester assis longtemps. Je vais mieux, je reprends le boulot demain. Donc c'est une excellente nouvelle, l'année va bien commencer. Donc voilà, félicitations Kaeli, tu es la première gagnante. Je vais prendre un autre gagnant. Donc le deuxième gagnant va pouvoir choisir son lot parmi les lots restants. Donc tu vas me donner le lot que tu veux et le deuxième que tu veux, enfin le deuxième sur ta liste, comme ça, bah, si Kaeli a pris le premier, bah, je te donnerai le deuxième. Benoît Delaunay, félicitations, bravo Benoît. Alors, bonjour, félicitations pour les 500 abonnés, il manque un zéro, mais merci. Merci à Outils des Pros, on est bon, c'est un super bon partenariat, on est bon, ils ont une très bonne équipe derrière, c'est très vrai. Surtout au niveau du SAV, enfin, particulièrement pour le SAV, je veux dire. Je ne suis pas sûr d'avoir une vidéo favorite, mais plutôt une série de vidéos. Ma série préférée était les restaurations du combiné Lorem 310, car quand j'ai découvert la chaîne, j'étais également en train de restaurer la même combinée qui appartenait à mon papy. Tu m'étonnes que tu devais être content. Pour les FAQ, j'ai une question niveau formation. As-tu été formé dans le domaine du bois un minimum pour tout ce qui était sécurité ou autre? T'es-tu déjà fait peur avec les machines à bois? J'ai eu une expérience de frayeur avec la machine et j'ai un peu de mal à remonter en selle. En tout cas, encore merci pour tout et je te souhaite que du bonheur pour la suite. Merci beaucoup Benoît, félicitations à toi. Tu as donc gagné un lot. Envoie-moi le mail et puis on va s'occuper de toi.
troisième gagnant. Attention, attention, c'est parti. Le troisième gagnant sera Frédéric Bonello. Félicitations Frédéric. Alors, bonjour, merci à Outils des Pros. Ça c'est fait. En souhaitant que ce partenariat soit un plus pour te permettre de faire plus de vidéos, on est bon. La série que j'apprécie, le combiné triphasé fonctionnant sur le 220. Combien d'heures de prise de vue pour faire une vidéo en moyenne? La question la plus difficile de toutes les questions que vous m'avez posées. Bravo pour ton entrée dans le hors-série de Bois Plus, merci beaucoup. Le travail du bois est une passion, je pense, mais quelle est ton activité principale? Es-tu toujours satisfait de ta combi Lurem ou rencontres-tu des problèmes au bout d'un point d'interrogation? Au bout d'un moment. Donc j'ai répondu à tout ça. Félicitations Frédéric, tu es le troisième gagnant. Je vais maintenant tirer deux autres personnes au sort pour pouvoir remplacer une ou deux personnes qui ont gagné si malheureusement elles ne sont pas disponibles pour me répondre. Voilà, donc ça c'est juste une petite précaution. Deux, c'est vraiment, je pense, ceinture et bretelles. Donc, en liste d'attente, nous avons Anthony Bertagno, 4e place du podium. Je suis un peu désolé pour toi, mais tu as quand même un petit peu gagné. Félicitations pour vos 5000 abonnés, merci beaucoup. Merci à Outils des Pros pour les lots et à toi pour l'organisation. Pour moi, tes toutes premières vidéos sur le combiné restent ma référence. Merci d'ailleurs de tes réponses par mail à l'époque. Néanmoins, ta série de vidéos sur l'établi me plaise beaucoup. Merci, c'est gentil. Pour Outils des Pros, c'est un bon choix. On est bien. Merci à eux, merci à toi pour tes vidéos, toujours instructives, et pour tout le boulot en off. Donc là aussi, tu as rempli les 3 conditions pour pouvoir être sélectionné. Donc tu es sélectionné, Anthony, mais sur liste d'attente. Envoie-moi quand même ton mail. Allez, un 5e, par précaution, Vanessa Lassard. Bonjour, merci à Outils des Pros pour ces cadeaux de Noël. Ce partenariat est le bienvenu, il n'influence pas votre façon de travailler et de nous montrer vos superbes réalisations. C'est vrai. C'est pas une, mais votre série complète de vidéos sur la réalisation de votre établi. J'attends d'ailleurs avec impatience la fin. Alors, ça aussi, j'en ai pas parlé. Dû au Lavago, la fin va attendre un peu. J'en arrive au moment où je suis en train de faire le plateau de l'établi, et on parle de plusieurs dizaines de kilos, donc mon kiné m'a demandé de me ménager, je vais le faire. Je ne vais pas traiter les vidéos sur l'établi tout de suite. Néanmoins, j'ai toute une série de vidéos d'avance, et toute la série sur la presse est prête. Et une partie du coup du plateau. Donc je vous spoil un petit peu, je vous en dis pas plus, mais vous allez avoir la suite de l'établi, donc Vanessa, même si tu n'as gagné que par procuration, tu auras quand même satisfaction de voir la suite de l'établi, mais pas encore la fin. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je vous remercie encore de votre participation. Je remercie aussi Outils des Pros, encore une fois, pour bien vouloir sponsoriser ce petit concours. Ça me fait plaisir de vous faire plaisir, parce que, pour le coup, vous me faites énormément plaisir toute l'année, tout le long de la réalisation de ces vidéos, par vos commentaires. Vous êtes toujours bienveillants, vous êtes toujours sympathiques, vous êtes toujours de bons conseils. Et j'ai la chance d'avoir un bon auditoire, je pense. Donc merci à vous, merci vraiment du fond du cœur. Et puis voilà, quoi. Donc je vous dis à la prochaine dans le garage. Pardon, c'est encore moi, un petit détail, j'ai oublié, les gagnants, les 5 gagnants, s'il vous plaît, envoyez-moi votre mail avant le 9 janvier, ça vous laisse une bonne semaine, ça vous laisse le temps de le faire. Si vous n'avez pas envoyé votre mail avant le 9, je serai obligé de vous disqualifier, et donc un des 2 suppléants prendra votre place si vous êtes gagnant. Pensez bien à mettre dans votre mail votre nom, votre prénom, l'adresse de livraison, l'adresse mail, et le numéro de téléphone, s'il vous plaît. Tout ça, c'est nécessaire pour Outils des Pros pour qu'ils vous envoient votre lot. Voilà, c'est tout. Et je vous souhaite de bons bricolages et je vous dis à la prochaine dans le garage. Salut!